reprise des négociations sur l'assurance chômage. Qui s'appuie bien sûr sur l'accord conclu en novembre 2023. Là, on est devant les locaux de l'Unédic. C'est là où se renégocient les règles d'assurance chômage. L'État demande 400 millions d'euros d'économies supplémentaires par an. Date limite le 15 novembre. Il appartient maintenant au service de l'Unédic de nous éclairer. Les syndicats et le patronat sont désormais au centre du jeu. Ça va pas être facile parce que patronat et syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Tous savent qu'ils ont intérêt à trouver un compromis sans quoi ils perdront la main. À défaut d'accord entre les partenaires sociaux, l'État reprend la main et décide tout seul. Les partenaires sociaux, avec l'Unédic, sont dotés d'un outil extraordinaire pour la négociation. Le moment de la négociation, toutes les fibres nerveuses du corps Unédic sont en tension et c'est vraiment une émulation très forte entre les équipes. L'enjeu, trouver un nouvel accord susceptible d'être agréé par l'État. C'est plein de rebondissements. Intense. Compliqué. Riche. Ambitieux, exigeant. C'est la négociation un peu de la dernière chance. On joue pas avec l'argent des chômeurs. Tout le sens, c'est de définir des règles qui vont toucher des millions de personnes. Le suspense continue. Bonjour. L'objectif final, c'est qu'il y ait un maximum d'organisations qui signent cet accord d'assurance chômage. Le patronat fait appel au fait d'avoir une signature très large pour avoir une chance de voir transposer un accord dans le contexte politique qu'on connaît. J'ai dit aux organisations patronales que ça me plaisait bien de traiter ce texte sous avenant, parce qu'en fait ça me laisse l'opportunité de signer ou pas. Parce que comme c'est un avenant, je ne suis pas engagé par la signature de novembre 2023. Pour ce qui est de la CFDT, il y a toujours cette volonté de finaliser l'accord. Notre volonté, encore une fois, c'est d'aller vers un accord, puisque c'est la responsabilité que l'on a envie d'endosser eu égard au régime de l'assurance chômage. Et donc nous sommes autour de la table pour trouver des solutions. Quand l'assurance chômage est créée en 1958, l'État fait le choix de déléguer aux partenaires sociaux, par la loi, la négociation de la réglementation de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux se sont organisés en créant l'Unédic comme outil leur permettant de piloter ce régime. Et puis de nourrir les partenaires sociaux par des études, des publications, un suivi. Les partenaires sociaux définissent les règles en fonction des enjeux qu'ils entrevoient et gèrent le régime de manière totalement autonome de 1958 à 2018. Depuis la réforme en 2018, où les règles d'assurance chômage sont établies d'une façon assez différente, puisque tout part d'une lettre de cadrage envoyée par l'État aux partenaires sociaux. Un cadre qui donne des orientations financières et de grands objectifs à poursuivre. La ministre dit dans le texte de son courrier, 1, nous adosser le document de cadrage, qui est respecté dans notre accord 2023, et 2, on nous demande de faire 400 millions d'économies en 2025. On explore toutes les pistes, mais avec nos lunettes CFDT. On reconnaît tous qu'on n'atteindra peut-être pas les chiffres qui nous ont été donnés. Être en capacité de les trouver dans le temps imparti risque d'être quand même assez compliqué. Vous êtes confronté à une menace de non-agrément si vous n'arrivez pas à dégager ces économies demandées. Bonjour à toutes et à tous, on s'arrête ce matin sur un concept qui est au cœur de la démocratie sociale à la française, le paritarisme. En d'autres termes, la gestion en commun et à égalité par les partenaires sociaux des organismes de protection sociale de notre pays, assurance chômage, assurance maladie ou caisse de retraite. En ce moment ont lieu justement des négociations paritaires. Le paritarisme, c'est le fait de pouvoir dialoguer, négocier, croiser les regards et construire des solutions entre représentants des employeurs et représentants des salariés. Paritarisme, ça veut dire que le collège patronal et le collège des organisations de salariés ont le même nombre de voix. La difficulté, l'intérêt du paritarisme, c'est que chacun vient avec sa vision et ses objectifs. Et puis il faut trouver un mode de consensus, il faut trouver un accord. Quand on sait que les chiffrages de l'Unédic donnent 200 millions d'économies supplémentaires sur la mensualisation, etc., là on est globalement quand même déjà à 400 millions, quoi. Bon, moi je proposais
au MEDEF qu'on arrête là. L'UNEDIC, c'est le seul endroit où si vous dites dans la négociation, il faudrait modifier telle règle pour les seniors, dans la journée, vous êtes en capacité d'avoir le texte juridique, son évaluation en impact, sur le nombre de personnes qui vont être concernées, et son évaluation financière pour dire, voilà, ça va coûter tant ou ça va rapporter tant au régime. Et ça, vous pouvez le faire dans le même endroit. Et c'est extrêmement important. Dans ces négociations à assurance chômage qui sont assez spécifiques, les partenaires sociaux, avec l'UNEDIC, sont dotés d'un outil extraordinaire pour la négociation, parce que l'UNEDIC est vraiment un facilitateur. Il a été demandé au service de l'UNEDIC de faire un inventaire objectif de tous les leviers potentiels qui pourraient permettre d'alimenter un niveau d'économie massif dès l'année 2025. L'UNEDIC, c'est une articulation des compétences nécessaires pour piloter de façon optimale l'assurance chômage. Et pour gérer un système comme ça, il faut plusieurs éléments. Il faut écrire des règles qui vont être applicables. Après, il faut savoir quels sont les effets que ça a. Et donc ça, il faut avoir des capacités d'analyse. Donc on a une direction juridique et institutionnelle, on a aussi une direction des études et analyses. Et puis après, il faut financer le régime, il faut recevoir les recettes du régime, il faut les redistribuer. Et là, on a une direction financière et comptable. À ça, vous ajoutez une capacité à gérer la donnée. Donc on a une direction des services de l'information qui est extrêmement socle dans ça. Il faut pouvoir faire comprendre ce qu'on fait, expliquer les règles, donc une direction de la communication. Cette compétence croisée des services de l'UNEDIC, cette capacité à gérer correctement le système, elle trouve une sorte de point de fusion au moment des négociations, puisque c'est le même exercice des entrées ramassées. On n'est pas persuadé qu'on ne puisse pas se permettre de faire autre chose, tout dont on essaie de convaincre le patronat. Quand on joue sur les recettes, ça joue immédiatement. Enfin, si vous voulez qu'on aille sur le terrain des idées, nous on en a d'autres. Hein. Que dire, honnêtement, on ne s'attendait pas forcément aux échanges qu'on a eus cet après-midi. On a senti des vraies crispations de position et sans réellement savoir quelles seraient les voies de passage, parce qu'on reste dans des discours, je ne vais pas dire des discours de politique générale, mais d'idées générales en fait. Donc on est dans un contexte particulier où il a été acté ce soir, de l'avis même de tous, que nous souhaitions approfondir avec les services de l'UNEDIC. Il n'y a aucun choix qui n'a été fait à ce stade. On demande juste une instruction supplémentaire pour éclairer, on va dire, les points de vue, les arbitrages éventuels, voire servir de base à des propositions qui seraient formulées de façon collective. À bientôt. À bientôt. Négociation, on la commence, on ne sait pas quand ni si on va la terminer. Il y a bien sûr un risque que les négociations n'aboutissent pas, c'est évident. Aujourd'hui, il n'y a que les demandes OS-CGT et les créateurs d'entreprise. Ça, c'est les seuls trucs qu'on est censé présenter aujourd'hui. Est-ce qu'on se garde sous le coude? Il y a le COEF frontalier, il y a des chances qu'on passe. Il y a les seniors, je ne sais pas si on passera. Il y a l'articulation juridique bonus-malus et les CATIP. On est OK sur l'articulation? Non, mais c'est clair. Eh bien, on est parti. L'UNEDIC, on est présent dans la salle de négociation avec la directrice juridique et la directrice des études et analyses. C'est le MEDEF qui organise des réunions, qui propose un ordre du jour. La plupart du temps, ça a été convenu que l'UNEDIC présenterait des éléments sur des sujets thématiques du jour. Ensuite, la phase de négociation proprement dite commence. Et nous sommes présents, tous les trois, dans la salle, pour soit recueillir des questionnements sur la faisabilité, soit recueillir des questionnements sur les impacts que cela peut avoir, soit pour rééclairer un sujet. On ne participe pas aux négociations du tout, mais on essaie d'apporter de l'expertise et des éclairages par rapport aux négociations qui sont en cours. Évidemment, ce sont eux qui négocient, mais ils nous posent beaucoup de questions pour... Alors, en ce qui concerne la direction des affaires juridiques et institutionnelles, les questions, c'est plutôt, voilà, on aimerait faire ça, mais est-ce que c'est possible déjà ?
compte tenu du contexte légal ou même constitutionnel ou européen d'ailleurs. On est amené dans ce cadre-là à faire des chiffrages, des simulations de changement de règles pour voir quels en seraient des effets financiers, des effets sur des personnes aussi, parce que ce sont les éléments pour formuler leurs arguments et négocier. C'est stressant puisque voilà, il faut travailler dans des délais très courts et puis surtout, il faut quand même être en mesure de s'assurer que ce qu'on raconte est vérifié, est exact. Le risque, c'est que parce qu'on n'a pas donné la bonne information, ils partent sur une base de négociation qui n'est pas la bonne. Il y a de la tension parce qu'il y a de l'enjeu. Et l'enjeu, il est de niveau national. Tout le monde se demande qui va signer, qui va pas signer, sur quoi le patronat va céder, pour combien, 400 millions, 440, est-ce que ça va faire 1,8 milliard d'économies ou 1,4 milliard? Il faudra tout recalculer cette nuit. Donc c'est ça la tension. On ne peut pas trop se tromper, puisque on va produire un chiffre, par exemple, en 2-3 jours, et ce chiffre, il va être présenté aux partenaires sociaux, il va être dans 3/4 des cas repris par la presse derrière. Et nous, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas dire « Ah, mais c'était un premier élément de travail, mais on n'est pas certain, mais on va peut-être le changer par la suite ». Une fois qu'il est produit, il est dans la nature, quoi. Et donc c'est ça qui rajoute au stress de la négo. C'est le max de l'effet d'aubaine. Et il y a un effet incitatif. L'effet incitatif, on ne sait pas le mesurer, mais l'effet d'aubaine, on sait le mesurer. Du coup, ça c'est que sur l'effet d'aubaine. On peut dire qu'au max, cet effet d'aubaine, il coûterait tant. Ouais, mais attends, parce que si après un emploi, on a des quotas supplémentaires. Moi, je ne pense pas qu'il faille se lancer là-dedans. Mais si, il va falloir qu'on chiffre. Mais tu peux avoir la demande. Alors, à mon avis, elle est ce soir pour vendredi. C'est vendredi, on est. Parce qu'il faut calculer combien de temps mais les gens la sont plus au prochaine chômage. On négocie lundi. C'est sûr qu'on va nous le demander. La vraie valeur ajoutée de l'UNEDIC sur une négociation en chômage, c'est que, effectivement, enfin, moi en tant qu'observateur, c'est que j'ai des dossiers qui sont ultra propres en fait. Ultra propres et ultra documentés, ce que dans d'autres secteurs on n'a pas forcément, quoi. Donc nous, on travaille essentiellement sur des données d'indemnisation, mais aussi sur des données qui nous proviennent de France Travail. Une activité qui prend beaucoup de temps dans l'équipe et qui n'est pas forcément visible, c'est toute la gestion de ces données, enfin la fabrication des bases de données, des variables, des indicateurs pertinents pour s'assurer qu'elles soient de bonne qualité. Nous, on pilote la plateforme de données UNEDIC, donc effectivement qui collecte l'ensemble des données qu'on reçoit de l'extérieur, qu'on collecte, qu'on trie, qu'on nettoie, et on les met à la disposition de la DEA qui peut produire ces études. Et c'est vrai que la force de l'UNEDIC, c'est cette capacité de faire tourner les machines en continu et de faire des chiffrages, des mises à jour de chiffrage en permanence. Il faut des systèmes d'information qui fonctionnent, parce que c'est beau de faire des analyses, mais si vous n'avez pas de données, si vous n'avez pas de serveur informatique, si vous n'avez pas travaillé depuis 3 ans la qualité de la donnée, de toute façon, tout le reste ne sert à rien. Donc en fait, s'il manque un des maillons, ça ne fonctionnera pas. La négociation, elle a un rythme, une scénographie quasiment. Elle a une respiration qui lui est propre. Vous avez tout un tas de temps distincts. Vous avez la plénière, où chacun va prendre la parole, à tour de rôle, ne s'interrompt pas, et fait ses propositions. Il y a des suspensions de séance qui permettent soit aux organisations d'évaluer la proposition qui est faite, soit à certaines organisations de se rassembler pour savoir si elles ont une position commune. Voilà, donc c'est vraiment 2 temps imbriqués et indispensables. Alors pendant une suspension de séance, donc, il peut arriver qu'il y ait encore des demandes d'éclaircissement sur certains points. J'en profite justement pour aller voir mes équipes. Généralement, on en profite aussi pour débriefer sur ce qui a pu se dire et essayer d'identifier les points qui peuvent poser problème, essayer de réfléchir à des pistes de solutions pour qu'on puisse faire avancer un petit peu les échanges des négociateurs. Vous faites quoi? On se pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut récupérer pour chiffrer ce truc. On est en plein réflexion. Après, on va peut-être pas le faire, mais au moins si on nous le demande, on aura anticipé un peu. On essaie de voir avec les éléments dont on dispose en sortant de séance, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et comment passer des instructions et faire passer aux équipes le plus rapidement possible des demandes de chiffrage, d'analyse, de précision, etc. Alors sinon, il y avait une demande sur le coefficient qui ne s'appliquerait que tant que les accords internationaux ne seraient pas revus. Dans le protocole, c'est très simple à écrire. Et dans la convention, c'est un peu plus...
tout le monde n'assiste pas à la négo. Donc du coup, on a besoin d'avoir leur retour sur comment ont été compris ce qu'on a présenté déjà, très simplement, parce que des fois on a fait des choses trop techniques ou trop complexes, et donc on se rend compte que les résultats sont mal passés ou qu'ils ont besoin d'être explicités. Il y a à un moment donné nécessité d'échange et de concertation entre les services. Moi je suis présent dans la salle, j'entends avec mes deux collègues ce qu'il se dit. Donc là, il faut que je réunisse les services pour leur dire on a tel point qui a l'air de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire en traduction juridique ? Est-ce qu'on est capable d'en mesurer l'impact ? Est-ce qu'il faut qu'on reprenne des choses ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on affine ? Qu'est-ce qui ressort de la négociation, de la discussion du jour ? Donc voilà, c'est autant un débrief entre nous qu'un partage. Et puis l'élaboration du plan d'action pour les jours qui viennent. Ces chiffrages, ils ont été faits comme plutôt avec des règles de 3. On n'a pas encore tout implémenté dans le simulateur des chiffrages frontaliers, donc c'est en cours. Et pour vraiment faire après des effets individuels, sortir des moyennes, quoi, ça c'est pas faisable là où on est. On se concerte, on partage de l'information, on prépare les réponses qu'on va devoir faire. Et ça, on en fait tout le long de la négociation, en fait. On en fait pendant les jours de négociation, le lendemain, la veille, le surlendemain, à peu près tous les jours, on a des temps de concertation entre services. On travaille très en lien avec la direction des affaires juridiques. Souvent, quand on fait une présentation, c'est un sujet qui est abordé sous des angles juridiques, statistiques, économiques, financiers. Donc effectivement, ça nécessite aussi beaucoup de coordination entre les équipes, entre les services. Tous les salariés de l'UNEDIC sont impliqués dans cette phase de négociation à différents moments de la négociation. Toutes les fibres nerveuses du corps UNEDIC sont en tension et en fonction à ce moment-là, et c'est vraiment une émulation très forte entre les équipes. Donc on est dans une situation encore de négociation sous pression de l'État qui demande encore une fois des économies. Là ils sont 130 et selon la préfecture ça va arriver. Déclaration de préfecture était de 350 à 400. Je suis Julien Picci, je suis responsable environnement de travail et marché à l'UNEDIC. Sur les négociations d'assurance chômage, j'interviens pour garantir la partie logistique et la sécurité des négociations d'assurance chômage. Bonjour. Monsieur de la délégation CGT, il va faire un aller-retour pour être sûr qu'il puisse re-rentrer. Oui, pas de souci. Voilà. Vous êtes identifié, ça marche. Vous en prie. Pour nous, c'est extrêmement important que les négociations soient sereines à l'intérieur, d'autant qu'effectivement, ça se passe à l'UNEDIC, donc on prend la responsabilité que tout se passe bien, les entrées et les sorties. Donc pendant la négociation, on est en lien avec la préfecture, qui nous fait part d'un certain nombre de manifestations, il y en a eu plusieurs pendant la phase de négociation, et là, Julien, qui est en charge des services généraux pour le bâtiment, fait le point avec les policiers correspondants, et moi je fais le point avec Julien pour savoir ce qu'il en est. Le risque, c'est l'envahissement. Mais pensez à ce moment-là, il y a peu de pensée, il y a de l'action. Échanger, m'informer, pour prendre une décision rapidement si le besoin se fait sentir, de fermer le bâtiment. À l'issue de la réunion, ils auront une décision, il y aura une réponse ? Non, il n'y a pas de chose conclusive de prévue aujourd'hui. Et après, c'est juste à la fin de la négociation, chaque organisation passe en interne en conférence de presse. D'accord. Voilà. Donc l'affaire, ce sera midi. Théoriquement, midi. Théoriquement. Tout dépend des débats, etc. On ne peut pas non plus, avec le temps qui nous est imparti, puisqu'on nous demande aussi d'être rapide, on ne peut pas ouvrir 3000 sujets et explorer 1000 pistes et trouver 50 solutions. Nous avons un temps très limité pour trouver un accord. C'est donc très contraint que nous abordons cette négociation avec forcément un stress qui est généré, une pression assez forte. On a senti en fait que, relativement au texte que nous avons mis sur la table, il y avait la volonté de recentrer sur un dispositif simple, compte tenu du temps qui nous était imparti, de ne pas rouvrir des débats qu'on n'aurait pas le temps de traiter de toute façon d'ici jeudi prochain. On attend un texte, ça vous le savez, on attend un texte mardi. Pour une séance qu'on espère conclusive jeudi.
Mon rôle, c'est de coordonner la communication et spécifiquement pendant les négociations, c'est de gérer la relation avec les journalistes, les accueillir, les informer, répondre à leurs questions. Ce qui est très important, c'est vraiment la relation que l'on peut créer avec les journalistes. En fait, tout au long de l'année, on a les journalistes au téléphone, par mail, et là, en fait, on les rencontre et surtout, on passe du temps avec eux. Donc, ça crée un lien qui est plus étroit. En fait, pendant la séance de négociation dans la salle de presse, c'est vraiment une phase d'attente. On peut aussi parfois, entre nous, faire un peu des pronostics sur la manière dont va se passer la séance de négociation. Et donc, s'il y a suspension de séance, on les informe. En général, ils vont dans le patio, ils savent que certains négociateurs s'y rendent. Et c'est aussi un moment important pour eux pour avoir une prise de pouls de la séance de négociation, puisque évidemment, ils ne sont pas informés de ce qu'il s'y passe. Sur les frontaliers, on va voir. Là, il y a encore un petit peu de grain à moudre. On va voir ce qu'ils proposent. Les jours de négociation ne se ressemblent pas. Le premier jour, en général, on tient les horaires, puisque y en a une autre la semaine d'après. Deuxième jour, ça commence à se tendre un peu, parce qu'on voit ce qui avance pas. Puis après, il ne reste plus qu'une dernière date. Et la dernière date, le temps se compresse énormément parce que là, en fait, il faut aboutir. Et qu'on ne peut pas dire on se revoit la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de semaine prochaine. Donc c'est un peu plus tendu sur la fin. Et ça déborde. Ça finit à quelle heure là ? Ah, je ne sais pas. J'aimerais bien que ça finisse dans les 20h, mais je crains que cette promesse ne soit pas tenue. Ah voilà. Pendant la dernière séance de négociation, il y a un moment fort. 21h, quand tout le monde sort et qu'on apprend que c'est une suspension. Et pas une conclusion. De nouveau interruption de séance et ils vont réfléchir à ce qui vient d'être proposé. Donc ils vont regarder les chiffrages, rediscuter encore, voir sur quoi ils atterrissent peut-être à la prochaine reprise de séance. Après plusieurs interruptions de séance, certains journalistes rentrent dans la salle de presse en disant « ça sort ». Et en fait, on a l'information, Séverine et moi, que c'est une suspension de séance et on leur dit « c'est une suspension ». Et là, tout le monde dit « oh ». Et c'est peut-être le moment où on est le plus craintif pour savoir si ça va être conclusif ou non. Et savoir si on peut rentrer chez nous. Il est 21h15, on est à l'UNEDIC pour la négociation entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage et sur l'emploi des seniors. Des échos qu'on a, ça serait conclusif ce soir. Visiblement, il n'y aura pas de session demain matin. Mais bon, après, on ne peut jamais savoir, on reste dans l'attente. 21h27. Énième suspension. Et donc, nous, on est tous là en salle de presse, certains depuis ce matin, et on attend de voir, on est suspendu à toutes les petites infos qui arrivent de ci, de là, mais de toute façon, les éléments vraiment finaux se jouent au tout dernier moment. Donc, on verra cette nuit, est-ce que ce sera avant minuit et demi ou après ? Comme la dernière fois, ça, c'est tout le suspense. 2 heures de restitution, oui, 21h23, 22h23, bon, allez, 23h, on aurait eu la fin. Allez, voilà. Tu mets à jour ton article. Oui, c'est ça. 23h30, 23h45. Plus le taxi pour rentrer chez toi, t'es chez toi à minuit et quart. Ouais, ça va. C'était bien parti. Ouais, c'était bien. Eh ben, c'est raté. Voilà. Oh non, j'y ai cru. Quand on est dans l'attente de savoir ce qu'ils vont dire, quand est-ce qu'ils vont sortir, ce qui va être, c'est que on va voir les collègues et on discute. On essaie de se rassurer, on fait des paris en disant à ton avis, là, est-ce qu'ils vont sortir ? Tu crois que c'est bon ? Et là, on le fait tous, tout le monde passe, on marche beaucoup dans les couloirs pour faire 2 fois la même chose parce qu'on a oublié la première fois pourquoi on était parti dans le couloir. Et puis voilà, on est un peu fébrile. Et puis on boit des cafés, beaucoup de café. En fait, si ça se termine tard, c'est qu'ils sont encore en phase de discussion. Donc forcément, tant qu'ils n'ont pas trouvé un compromis, la séance ne peut pas se terminer. Il est tout à fait possible que à 2h du matin, on soit zombie dans les couloirs en attendant que ça sorte. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Dans ces moments-là, généralement, c'est assez rigolo parce qu'on est globalement observateurs que nous sommes en tant que journalistes et négociateurs. On est à peu près dans la même galère, on est à peu près autant liquides les uns que les autres et on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Mais bon, ça fait partie de l'exercice et il y a aussi
des complicités en fait, qui se créent sur ce genre de séance. Ce qui prend du temps à être discuté est quand même plus solide que ce qui est imposé. Et le temps des partenaires sociaux, le temps de la négociation collective peut être jugé long, peut être jugé pénible, peut être jugé laborieux. Mais tout ce temps qu'on prend à façonner un accord, c'est du temps qui solidifie cet accord. Donc c'est long au début, mais après ça roule. Et vraiment cette compréhension de se dire il faut prendre le temps de façonner l'ouvrage, je sais que c'est pas dans l'air du temps où on doit aller vite sur tout, mais prendre des décisions rapides qui seront soit contestées, soit non mises en œuvre, c'est pas beaucoup plus intelligent que de prendre le temps de la discussion. Quelle heure il est ? Il est minuit 46. Fin des négociations, plus que 2-3 personnes sur site de l'UNEDIC et l'AFP notamment finit ses dépêches. Bonne nuit. Bonne nuit. Patronat et syndicats ont finalement trouvé un accord hier soir sur de nouvelles règles concernant l'assurance chômage. Mesdames, messieurs, vous allez bien ? Ouais, ça va, parfait. Bon, on arrive au bout, c'était pas gagné. Nous avons réussi, au terme d'une négociation flash, à aboutir ce soir. La délégation CFDT ici présente donne un avis favorable. On est arrivé à ce qui nous semble un accord équilibré. Au total, on arrive à 2,3 milliards d'euros d'économies sur 4 ans, 400 millions d'euros d'économies en moyenne chaque année. On a su faire des pas les uns vers les autres pour trouver cet accord aujourd'hui. On a noté de part et d'autre beaucoup d'écoute et beaucoup de respect. Les directions de chaque délégation doivent décider dans les prochains jours donc de signer ou non le document. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement qui doit encore agréer le texte. L'objectif, c'est une entrée en vigueur des règles le 1er janvier. C'est les cas d'allongement du délai d'échéance. Et il y avait un petit ajustement rédactionnel. Du coup, c'est pareil sur l'article 32 bis, je supprime la régule. On a obtenu un accord le jeudi en fin de journée. On devait présenter les textes pour relecture dès le lendemain matin. Donc là, on a fait une bonne soirée de travail. On termine ce soir-là vers 1h, 1h30 du matin à peu près. Mais avec l'adrénaline, on n'est pas trop fatigué finalement. Donc je pense qu'on aurait pu faire nuit blanche presque, mais bon, quand même. Alors donc on se retrouve là pour vérifier la traduction dans la convention du protocole d'accord. Pour nous, la direction des affaires juridiques et institutionnelles, c'est vraiment à partir du moment où il faut écrire la convention d'assurance chômage que là, ça devient extrêmement tendu. C'est vraiment le moment où toute l'équipe de juristes va être mobilisée à 100% pour pouvoir rédiger ces textes d'assurance chômage. Et on va avoir ce travail de transposition du protocole d'accord au niveau de l'ensemble des textes d'assurance chômage. Et là, ça, c'est un travail vraiment qui demande beaucoup de rigueur. La convention en elle-même, elle fait environ 15 à 20 pages. Donc, bon, ça, c'est pas très compliqué. Mais simplement, à la convention sont annexés le règlement d'assurance chômage et ses 11 annexes. Et donc tout ça, ça fait à peu près 300 pages. La mensualisation, on avait échangé hier par mail, on avait attiré l'attention là-dessus parce que y a une rédaction qui était assez claire. Parce que moi, je pense qu'il faudrait qu'on trouve une rédaction qui comprend les deux options. Alors, ça serait le plus cohérent. Ouais. Les partenaires sociaux, bien entendu, ils ne nous lâchent pas tout seuls avec le protocole d'accord en disant vous débrouillez, vous écrivez une convention et vous envoyez ça. C'est-à-dire qu'on leur montre tout ce qu'on a fait comme modification dans le règlement pour répondre à leurs demandes, puisque ce sont eux qui signent évidemment
cette convention. Ensuite, on présente lors de séances de relecture aux partenaires sociaux les textes accompagnés de la notice de façon très pédagogique pour pouvoir leur expliquer toutes les modifications qui ont été apportées. L'objectif, c'est qu'une fois que ce règlement est réécrit, on ait vraiment une mise en œuvre qui va pouvoir se faire totalement conformément à ce qu'ont souhaité les partenaires sociaux. Et une fois que les textes sont consolidés sur cette base, ils sont adressés à la Direction générale du travail pour commencer la procédure d'agrément. Sinon, il faut commencer la phrase par un aménagement rédactionnel en cohérence avec, puis là tu reprends là, avec la loi nanana, est apporté. Comme ça, on met bien en avant que c'est l'aménagement rédactionnel sans conséquence. Il est important aussi que la rédaction respecte des règles juridiques, respecte le contexte, qu'on s'efforce de montrer que l'accord peut faire l'objet d'un agrément par l'État. Une fois que l'agrément est signé, on est sur la mise en œuvre de la réglementation et c'est là qu'on fait tout un travail d'accompagnement de l'opérateur France Travail pour mettre en place les réglementations, de communication sur les nouvelles règles, parce qu'il faut expliquer ce qui change. Et puis, dès février certainement, ou peut-être janvier, on verra, on fera une note d'impact. On va faire un cumul de l'ensemble des changements réglementaires qui ont été faits et on va dire comment on imagine les effets sur les années qui viennent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la note d'impact, qui est ce document qui résume en fait tous les effets pour l'assurance chômage qu'on anticipe aujourd'hui. Et puis, petit à petit, dans l'année qui vient et même dans les années qui suivent, on va regarder si ce qu'on a publié là, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment ça qui se produit? Et donc, on va regarder petit à petit dans le temps ce qui se passe en vrai, dans la vraie vie. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'écarts, mais les écarts nourrissent l'intelligence et les services de l'UNEDIC, en mesurant les écarts après chaque accord, améliorent leur connaissance, leur expertise, pour revenir à un niveau de très grande technicité et d'expertise. Et il s'agit véritablement de vérifier si les objectifs politiques qui ont été ciblés dans la Convention sont atteints. Et ces évaluations sont extrêmement importantes et indispensables aux partenaires sociaux dans le cadre de nouvelles négociations qui pourraient s'ouvrir ultérieurement. Alors une négociation, c'est un des moments de la vie du cycle de l'assurance chômage. C'est un moment, mais c'est un cycle qui se répète. Donc en fait, il y a la phase qui suit, qui est une phase de traduction opérationnelle, et puis il y a surtout la phase qui dure 3 ans, 4 ans, de mise en œuvre opérationnelle et de suivi de la mise en œuvre opérationnelle. On va faire des audits de France Travail pour voir si les règles sont bien appliquées, afin de préparer des nouveaux changements et une nouvelle évolution de la réglementation. J'en profite parce qu'on est dans les locaux de l'UNEDIC pour remercier les services de l'UNEDIC qui nous ont accueillis pour l'essentiel de ces négociations. Qui, dans un temps très court, ont formulé des propositions et des simulations qui nous ont bien aidés sur l'ensemble des travaux que nous avons pu mener ensemble. Finalement, nous, il nous semble qu'on arrive sur une mission qu'on peut dire remplie, en fait. Soyons clairs, et les services peuvent être fiers. L'UNEDIC a joué son rôle, a répondu aux attentes des partenaires sociaux. C'est une réussite collective. Je pense qu'on peut se féliciter que ce soit bien passé comme ça. Honnêtement, moi je suis très fière de ce qu'a accompli mon équipe. Vraiment une envie de voir les partenaires sociaux réussir. Ça a permis à tout le monde dans l'équipe de comprendre le sens de tout ce qu'on fait au quotidien. Le fait que l'accord soit agréé est une satisfaction. On est content que les partenaires sociaux puissent reprendre la vie normale de l'assurance chômage. Beaucoup de travail, beaucoup d'envie que ça réussisse, beaucoup d'attachement aux détails, attachement à mobiliser les gens. Donc c'est une grande fierté. Tout le sens pour les négociateurs, c'est de définir des règles qui vont toucher des millions de personnes. Ils se mobilisent aussi pour eux et au final, nous à l'UNEDIC également. Cette négociation est d'une très grande importance du point de vue du partage des rôles entre l'État et les partenaires sociaux. On va dire que c'est une victoire du paritarisme.